Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la troisième vidéo traitant des chiffrements Motorola dans laquelle on va parler de brute forcée des clés Enhanced Privacy AES 256 bits. Est-ce que c'est possible? Alors, les clés AES 256 bits, elles sont utilisées dans ce genre de postes, les postes Motorola, pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, j'en ai déjà parlé. Elles sont également compatibles avec la norme DMERA, donc la DMERA Association a rendu compatible entre tous les fabricants qui utilisent cette norme le chiffrement AES, donc on peut le trouver également sur du Itera, moyennant l'ajout d'une licence logicielle qui permet de décoder de l'AES 256, qui n'est, attention, l'AES 256 DMR1, hein, pas l'AES 256 Itera, parce qu'Itera a aussi son propre AES qui n'est absolument pas compatible, et que chiffrement vous pouvez également trouver sur du Anytone. Anytone est capable de décoder de l'AES 256 compatible avec ces deux postes-là. Voilà, je vais les mettre de côté. Donc l'idée c'est de se dire, ce chiffrement AES 256, est-ce que c'est brute forçable? Une clé 256 bits, est-ce qu'on peut essayer manuellement toutes les combinaisons jusqu'à tomber sur la bonne? Eh bah, c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Avant, traditionnel petit message d'avertissement, comme j'ai fait dans les deux autres vidéos. Cette vidéo, elle n'a absolument aucun but malveillant. Je ne cherche pas du tout à casser le business des fabricants de radio, je cherche uniquement à vous donner des éléments factuels tangibles qui vous permettent de choisir un chiffrement en bonne et due forme, en connaissance de cause, pour protéger correctement votre réseau. Tout ça, c'est le fruit de mes propres recherches et d'expérimentations diverses, expérimentations que je fais depuis plusieurs années. J'ai effectué tout ceci sur mon propre matériel, j'ai mon relais, j'ai mes postes, j'ai acheté les licences qui vont bien, et également sur ma version privée de DSD qui est capable de décoder un certain nombre de modes privés, dont l'AES 256. Je rappelle que cette version de DSD privée, je ne la donne pas, je ne la diffuse pas, je ne la vends pas non plus, parce que je ne veux pas m'attirer les foudres des fabricants, et je ne veux pas non plus casser le business, ni m'attirer n'importe quoi, d'autres problèmes. Et je ne veux pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Donc ce que j'ai fait, c'est uniquement un but pédagogique et informatif. Ensuite, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, les deux dernières, vous pouvez zapper cette slide. Je reviens sur la définition de brute force, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Brute force, c'est un terme anglais qui veut dire attaque par la force brute. Concrètement, c'est attaque de clé de chiffrement ou de mot de passe par la force brute, c'est-à-dire en essayant toutes les combinaisons une à une jusqu'à tomber sur la bonne. Que ce soit un code de carte bleue, que ce soit un mot de passe, que ce soit une clé de chiffrement, comme on va le voir en DMR, on essaye toutes les clés de une à une. Voilà, par exemple, code de carte bleue, essayez toutes les combinaisons de 0000 à 9999. Ça consiste, c'est une attaque de type brute force jusqu'à tomber sur le bon code. Dans la pratique, vous ne pourrez pas, avec 3 codes, vous serez bloqué, mais c'est pour donner une image. On peut le faire avec des mots de passe, on peut le faire avec des clés, on peut le faire avec plein de choses. Donc voilà, définition du terme brute force. Avant de savoir si c'est brute forçable ou pas, quelques petits rappels. Le chiffrement avancé AES 256, si vous lisez les docs ou les forums, vous entendrez également parler de donc de EP AES 256 ou de Enhanced Privacy ou chiffrement avancé AES 256. Qu'est-ce que ça utilise? Ça utilise l'algorithme AES, Advanced Encryption Standard. Algorithme qui aujourd'hui est reconnu, je crois, par la NSA. C'est cet algorithme qui est utilisé dans beaucoup d'applications. Il me semble que c'est cet algorithme qui est utilisé dans le SSL, les chiffrements, quand vous payez par carte bancaire par exemple, c'est l'algorithme qui sert à chiffrer les fichiers du gouvernement américain, donc c'est un algorithme très haut niveau. C'est le troisième et dernier niveau de chiffrement proposé par Motorola. Je rappelle qu'il y en a 3. Le premier, c'est du Basic Privacy, un chiffrement basique, une clé de 8 bits, 255 possibilités. C'était la première vidéo que j'ai fait sur le sujet. Deuxième chiffrement, Enhanced Privacy, ou chiffrement avancé, RC4 40 bits. Et troisième et dernier niveau de chiffrement, l'AES 256 bits. La taille de la clé, elle est de 256 bits. Alors, j'ai pas mis le nombre de possibilités, parce que si vous faites dans la calculette Windows, vous tapez 2 puissance 256, comme ça va vous donner le nombre de possibilités. Donc 1,15, 1,157 fois 10 puissance 77. Vous imaginez la taille du nombre? Moi, je ne suis pas capable de vous dire ce que c'est en milliards, de trillions peut-être de possibilités. Donc c'est énorme. Voilà le nombre de possibilités que vous pouvez avoir si vous voulez brute forcer une clé. Le nombre de possibilités qu'il va falloir essayer pour avoir fait le tour, les avoir essayées toutes. Vous imaginez bien que c'est énorme. Donc ça, ce sont les clés de 256 bits. Ce chiffrement utilise ce qu'on appelle des MI ou des IV.
message indicator ou initialization vector, vecteur d'initialisation en français. J'en ai déjà donné la définition qui permet de faire tourner les données en sortie, faire en sorte que si en entrée de l'algorithme AES, les données chiffrées sont toujours les mêmes, les données chiffrées, c'est la voix en fait. Si vous émettez tout le temps la même trame avec le vocodeur, grâce au vecteur d'initialisation, en sortie, après le chiffrement, vous aurez tout le temps des données qui vont être différentes. C'est l'avantage. Ça permet de brouiller un peu les pistes, ça augmente la complexité de décodage. Le chiffrement, donc tous les Enhanced Privacy, les deux RC4 ou AES 256 utilisent des vecteurs d'initialisation, ce qui n'est pas le cas du chiffrement basique. Revenez à la première vidéo que j'ai faite sur le sujet. Également, à savoir, si vous utilisez ce mode-là, il y a une perte de qualité audio. Petite perte de qualité audio, puisqu'en fait, les vecteurs d'initialisation, là, ils sont transportés directement dans les trames du vocodeur. Donc, ils volent certains bits de trame voix. Au lieu d'avoir de la donnée voix, vous avez de la donnée vecteur d'initialisation. C'est quelque chose qui, visiblement, n'était pas prévu dans la norme à la base. Donc ça fait que ça réduit un petit peu la qualité audio. Moi, je ne l'entends pas à mon niveau, mais il faut savoir que si jamais vous avez l'oreille un peu fine, vous pouvez quand même l'entendre, puisque c'est indéniable, il y a une perte de qualité audio. Ensuite, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que c'est brute forçable ou pas? Hop. Est-ce que donc l'AES 256 bits, est-ce que c'est brute forçable? Pour moi, non. C'est pas brute forçable. Il y a trop de possibilités. Je vais vous donner une estimation juste après. Je ne sais pas si des agences comme la NSA, comme le gouvernement américain, la CIA, des choses comme ça, peut-être les services de renseignement français, ont la possibilité de décoder des clés de 256 bits. J'en ai absolument aucune idée. Pour moi, ce n'est pas possible. Il y a trop de combinaisons possibles pour qu'on puisse le décoder. Encore une fois, à ma connaissance, c'est pas possible. Peut-être que l'information comme quoi c'est oui est classée secret défense et que j'y ai pas accès. Alors, je me suis dit, bah tiens, si je devais brute forcer une clé à partir d'un PC, à partir d'un supercalculateur, combien de temps ça prendrait? Je suis tombé sur un site, je vous cite la source, scrambox.com, où le type qui a fait l'article donne des estimations. Combien d'années ça prendrait de casser, d'essayer toutes les combinaisons une à une. Et vous pouvez voir, la high-end PC, c'est un PC récent, ou un PC dernier cri. Fastest supercomputer, bah, c'est le plus rapide des super ordinateurs ou des supercalculateurs. 2 milliards de PC en même temps, et l'âge de l'univers. Et ce qu'on voit en fait, c'est que, par exemple, si vous prenez le supercomputer, le supercalculateur le plus rapide, bah, il faut 27 337 893 trillions d'années. Alors un trillion, c'est 1000 milliards. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait en termes de quantité. Trillions d'années. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, si on prend 2 milliards de PC aujourd'hui, ce qui est à peu près ce qui doit correspondre à ce qu'on a à peu près sur Terre en termes de PC actifs, je ne sais pas le nombre exact, et qu'on les faisait tous calculer, il faudrait 13 689 trillions d'années. Donc 1000 milliards d'années. Sachant que l'âge de l'univers est de 15 milliards d'années. Donc il faudrait plus que l'âge de l'univers pour les trouver. Voilà. Tout ça pour dire, donc ce sont des estimations, hein. On part du nombre de clés qu'on calcule à la seconde, on fait des extrapolations, donc c'est même pas, c'est des chiffres estimatifs, ce ne sont pas des chiffres. Donc vous voyez bien, ce ne sont pas des chiffres à prendre au pied de la lettre. Ce que je voulais simplement mettre en évidence, c'est que quand vous utilisez de l'AES 256, eh ben, vous êtes finalement vachement bien protégé. Si un attaquant doit essayer une à une toutes les combinaisons, jamais il la trouvera. Maintenant, est-ce qu'il existe d'autres méthodes, une ou plusieurs méthodes, qui permettent de retrouver la clé dans ces postes-là? Ça, c'est des questions qu'on va se poser, je me suis dit, puisqu'on ne peut pas la trouver en brute force, est-ce qu'on peut la trouver d'une autre manière? Eh bien, pour moi, il y a plusieurs possibilités. On pourrait très bien imaginer qu'il y a une porte dérobée. Dans les radios, un truc, une commande cachée, ou ce qu'on appelle une backdoor, dans un système qui permet d'interroger à distance le système et récupérer la clé par ce biais-là, via différents mécanismes. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être implémenté dans les radios. Je ne sais pas. À ce stade, moi, tant que je n'ai pas vu le code, je ne peux pas dire que ce soit sécurisé. Mais si j'avais à faire un code comme ça, que je livre qui est utilisé par des gouvernements, qui peut être utilisé par n'importe qui, et que je devais livrer des codes
très évolué, je mettrai forcément une backdoor, une porte dérobée, une commande cachée qui n'est pas déclarée, que personne ne peut voir, qui me permettent d'accéder soit à distance, soit en connectant la radio à un ordinateur, qui me permettent d'accéder à les clés. Donc il y a peut-être ça, je fais pas du complotisme, je dis peut-être que Motorola l'a mis dans ses radios, ou peut-être pas, j'en sais rien. Moi, tant que j'ai pas vu l'intégralité du code, je ne peux pas le certifier. Une autre méthode qui marche, que j'ai vu en action, qui permet de récupérer les clés, c'est utiliser tout simplement un outil constructeur. Vous vous connectez sur la prise de programmation, vous lancez l'outil constructeur, vous lisez la mémoire, la clé elle est stockée à un endroit particulier et vous l'extrayez comme ça. Vous lisez la mémoire flash tout simplement. Ou alors vous pouvez également utiliser une sonde JTAG, un équivalent, quelque chose qui vient se connecter sur le circuit, qui vient interroger la mémoire. Mémoire RAM, mémoire flash, en exécution, et vous récupérez la clé comme ça. Alors les mémoires sont sans doute protégées en lecture, il y a sans doute des moyens de contourner le système, mais ça c'est des choses qui marchent. Moi l'outil constructeur, je l'ai vu en action, je sais qu'il marche. Je ne l'ai pas d'ailleurs, je ne le possède pas, je précise. Également une dernière possibilité, il y a ce qu'on appelle les DPA, Differential Power Analysis, ce sont les attaques par analyse et mesure différentielle de la consommation. Concrètement, vous venez brancher un oscilloscope au plus près du dispositif du microcontrôleur qui calcule ou du CPU, et vous envoyez des commandes avec des clés différentes. Alors il faut pouvoir envoyer des requêtes et faire en sorte que le dispositif nous réponde si la clé est bonne ou pas. Et on va voir qu'en fonction des octets qu'on envoie, il va y avoir des différences de consommation. Et à force d'envoyer des flux d'octets différents, on va analyser, on va trouver des corrélations entre ces différences de consommation qui vont permettre de retrouver la clé sans avoir eu besoin d'accéder à la mémoire et de la lire. Ça, c'est quelque chose qui marche. Ça demande des outils de mesure de précision, ça demande un peu de temps, ça demande des bons algos derrière pour faire les bonnes analyses, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est faisable. C'est d'ailleurs une des méthodes qui est utilisée quand on a besoin d'attaquer un dispositif électronique. On l'ouvre, on se connecte, on l'attaque comme ça. Faut quelques conditions pour y arriver, évidemment, c'est pas forcément, ça marche pas toujours du premier coup, mais c'est quelque chose qui est faisable et qui prend pas des millions d'années. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le chiffrement AES, en conclusion, c'est un excellent niveau de chiffrement, c'est une excellente idée de l'utiliser si vous avez un réseau sensible, voire très sensible. Si c'est très sensible, exemple réseau d'État, réseau protection rapprochée du chef du gouvernement, je sais qu'ils utilisent du ICOM par exemple, j'ai vu du ICOM dans des reportages, j'espère qu'ils ont de l'AES 256 quand ils communiquent, quand le président Macron est en déplacement. S'ils n'utilisent pas d'AES ou qu'ils utilisent du Scrambler, c'est une connerie, parce que décoder, ça prend quelques secondes, c'est super simple. En AES, en revanche, ils peuvent converser tranquille. Donc si vous avez un réseau d'État, si vous avez un réseau BRI, RAID, tous ces corps d'élite, utilisez absolument de l'AES. Vous serez tranquille. Je vous inviterai à faire attention à vos clés. Utilisez plusieurs clés. N'hésitez pas là-dessus pour renforcer encore la confidentialité. Utilisez plusieurs clés. Itera d'ailleurs là-dessus propose le multi-key encrypt. C'est un point de plus pour eux par rapport à Motorola. Mais Motorola, si vous partagez les mêmes tables de clés entre les différents postes, vous pouvez très bien faire en sorte que chaque poste émette avec une clé différente. Ça renforce considérablement la confidentialité. Changez régulièrement. Et puis stockez-les en lieu sûr. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous avez des réseaux très sensibles comme ça, vous faites l'objet de convoitises. Convoitises, que ce soit par des pirates, convoitises par des gouvernements qui ne sont pas forcément des nations amies, par des espions en tout genre. Donc voilà, stockez-les en lieu sûr, changez-les régulièrement et faites des vraies clés. Générez des trucs complètement aléatoires. Mettez pas le mot de passe de la grand-mère Michel ou votre date de naissance ou le prénom de votre femme. Faites surtout pas ça. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo que j'ai fait sur le sujet, comment générer de bonnes clés de chiffrement. Vous y trouverez tous les renseignements qu'il faut. Je vous propose, c'est une vidéo qui a pas mal de valeur, dans laquelle je vous propose plusieurs éléments tangibles sur comment bien protéger votre réseau et bien générer de bonnes clés de chiffrement correctes en prenant en compte pas mal d'éléments de sécurité. Voilà, j'en ai à présent fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je termine par la petite page de pub habituelle pour mes services. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Rigarvé. Dans la vie, je suis ingénieur indépendant d'électronique.
F4HUZ, donc c'est mon indicatif, je suis radioamateur à mes heures perdues. Je travaille à mon compte, j'ai monté ma société qui s'appelle Ingénichip. Si certains qui tombent sur cette vidéo, qui ont un réseau radio, qui ont des soucis pour la confidentialité, la résilience, certains ont des questions, n'hésitez pas à venir m'aborder par LinkedIn et uniquement par ce biais-là, pour me poser vos questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Si vous êtes intéressé pour avoir de la prestation en développement logiciel, en développement sur du FPGA, en développement, en expertise sur tout ce qui est radio, sur tout ce qui est système de sécurité. N'hésitez pas également à venir m'aborder, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Notez simplement que je ne réponds qu'aux professionnels du secteur qui ont un lien avec les radiocommunications ou avec l'électronique, parce que je ne veux pas de touristes, je ne veux pas me retrouver à renseigner des pirates qui auraient besoin d'informations confidentielles. Voilà, donc je serai très sélectif sur qui m'aborde. Mais en tout cas, si vous souhaitez qu'on discute là-dessus, ce sera avec plaisir et uniquement par LinkedIn. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vais parler d'autres réseaux. Cette fois-ci, je ne sais pas si je vais faire les vidéos sur du DMR ou du DPMR ou du NXDN, mais on va parler de la sécurité d'autres réseaux radio. Voilà, donc je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos sur des renseignements sur du hacking et j'espère qu'elle vous a plu. Allez, ciao à tous.